Dans la première partie du thème 2, nous allons apprendre comment réaliser un lissage de données sur une fonction. Il y a deux types de lissage, les lissages linéaires et les lissages non linéaires. Un lissage linéaire est effectué sur une fonction qui est une combinaison linéaire de fonctions bien définies. C'est ce que nous allons premièrement expliquer. Commençons par étudier la théorie des lissages linéaires. On va supposer qu'on a n points de données avec des abscisses xi, des ordonnées yi et des erreurs sigma i sur les ordonnées, sur y. Donc x est la variable indépendante, y la variable dépendante. On va essayer de donc lisser ces points de données sur une combinaison linéaire de fonctions connues qu'on appelle y majuscule indice j. Donc le modèle qu'on utilise pour lisser les fonctions dépend d'un ensemble de paramètres que collectivement j'appelle A, mais qui désignent en fait les différents coefficients AJ de ces différentes fonctions. Donc on appelle ça un lissage linéaire parce que le modèle est le résultat d'une combinaison linéaire de fonctions, et non pas parce que la fonction elle-même est linéaire, quoique ça pourrait être le cas aussi. Donc par exemple, si je veux lisser un ensemble de points sur une parabole, j'aurais besoin de 3 fonctions y. La première fonction y serait égale à une constante 1, la deuxième fonction y à un monôme linéaire, donc x, et la troisième fonction y serait x au carré. Et donc une combinaison de ces trois fonctions formerait une parabole. Ça demeure un lissage linéaire en raison du fait que c'est une combinaison linéaire. Donc les coefficients AJ de ces différentes fonctions doivent être déterminés de manière à minimiser la différence entre les points de données et la fonction modèle. Autrement dit, on va construire cette quantité qu'on appelle le chi carré, qui est une somme sur tous les points de données de l'écart entre les points de données et le modèle évalué à l'abscisse xi divisé par l'erreur. Et tout ça au carré. Donc pourquoi diviser par l'erreur ? Évidemment, si toutes les erreurs sont les mêmes, ça n'a pas tellement d'importance, mais on voudrait que les points qui ont une erreur plus petite aient plus de poids dans cette fonction de mérite et que les points qui ont une grande erreur donc aient moins d'importance. C'est pour ça qu'on divise par l'erreur. Et par analyse dimensionnelle, il faut bien sûr que ce soit donc un rapport entre une ordonnée et une erreur comme cela. Donc, pour déterminer les coefficients, à i, il faut minimiser chi carré, et donc il faut calculer la dérivée de chi carré par rapport aux différents coefficients aj. Donc c'est ce que je fais ici. Alors, en calculant la dérivée, alors on a bien sûr ici une somme, donc j'aurai aussi une somme ici sur les différents points de données. J'ai une expression quadratique, donc je vais avoir la dérivée d'une expression quadratique qui me donne un facteur 2. Je n'ai pas indiqué le facteur 2 ici, mais il serait là, mais parce que j'impose que la dérivée soit nulle, le facteur 2 n'avait pas tellement d'importance. Donc j'aurai, en prenant la dérivée de cette expression quadratique, j'aurai encore une fois yi moins y de xi, c'est ce qui est contenu dans la parenthèse qui est ici. J'aurai un facteur 1 sur sigma i au carré qui apparaîtrait, et j'aurai la dérivée de y de xi par rapport à aj, et comme on voit dans cette expression ici, ce serait simplement yj évalué au point xi. Donc la dérivée nulle impose donc cette condition sur les coefficients a, et on remarque ici que donc j'ai autant d'équations que j'ai de valeurs de j, donc ici j est un indice libre, i est un indice sommé, de même que k qui est un indice sommé. Je pourrais réécrire cette expression de la manière plus concise, comme une expression matricielle. Autrement dit, je peux définir une matrice alpha qui agit sur un vecteur de coefficient inconnu a de k, ou ak, pour donner un vecteur bêta j, donc, où bien sûr ces quantités sont définies de la manière suivante. La matrice alpha est définie de la manière suivante, simplement en lisant ça ici, donc je vais chercher ça ici, comme ça, d'accord. J'obtiens la matrice alpha, et je vais chercher le coefficient bêta, ou enfin plutôt le membre de droite ici, bêta, en allant chercher ces quantités ici. Ça ici qui multiplie ça. D'accord? C'est ce qui me donne le bêta j.
D'accord? Donc, il s'agit pour trouver les AK d'inverser un système matriciel ou de résoudre un système linéaire, ce qui est encore plus simple. Et normalement, j'ai toujours une solution, à moins que la matrice alpha soit malheureusement singulière. Cette matrice alpha, elle peut s'exprimer de manière un petit peu différente. Si on regarde son expression ici, c'est une espèce de factorisation. Autrement dit, je pourrais définir une autre matrice, une matrice n par m cette fois, qui n'est pas carrée, mais qui est rectangulaire, de la manière suivante. Et on pourrait exprimer la matrice alpha comme un produit de la matrice transposée de A avec la matrice A, comme ceci. C'est d'ailleurs exactement ce qui se produit dans cette expression. J'ai, bien sûr, quand je regarde alpha jk et que je regarde la forme ici, je me rends compte que le premier indice, l'indice j, se retrouve ici, et que cet indice j se retrouverait ici comme indice de colonne de la matrice A, et donc je devrais prendre la transposée de A. Cette transposée de A serait multipliée par A. La multiplication des deux matrices serait en fait une somme sur I, qui est effectuée dans la définition de la matrice alpha. Bon, de la même manière, on peut exprimer le membre de droite du système ici comme étant le produit de la matrice transposée alpha par B, les B étant donnés bien sûr par C, définis par cette expression ici. Ok, alors pourquoi je vais définir la matrice A majuscule, simplement pour ici insister sur le fait que la matrice inverse de alpha, C, qui est appelée matrice de covariance, bien cette matrice me donne accès aux incertitudes sur les valeurs optimales des paramètres AJ. Donc, pourquoi? Pour la raison suivante. Alors, premièrement, les paramètres AJ sont, en fonction de la matrice inverse de alpha, donné par cette expression, parce que je multiplie C par le vecteur bêta, n'est-ce pas? Donc je reprends ici, j'ai une matrice alpha qui multiplie le vecteur A et qui me donne un vecteur bêta. Alors bien sûr, A va être donné par alpha moins 1 qui agit sur bêta, donc C qui agit sur bêta, comme ici. Donc je substitue ici les valeurs de bêta, je trouve bien sûr cette expression, et je peux me demander maintenant comment puis-je évaluer l'erreur statistique commise sur le paramètre de lissage AJ. Eh bien, les valeurs de Y sont entachées d'erreur. Elles ont une erreur sigma. Donc, sigma I est associé à la valeur YI. Donc, pour estimer l'erreur commise sur AJ, je vais utiliser la technique de propagation d'erreur habituelle, c'est-à-dire que je vais supposer que j'ai une petite variation de Y qui est égale à sigma I. Cette variation de Y va entraîner une variation de AJ qui serait donnée par la dérivée de AJ par rapport à YI multipliée par la variation de Y qui serait sigma I. Maintenant, ça me donne une erreur sur AJ qui est attribuable uniquement au point YI. Pour combiner les erreurs associées aux différents points, et comme ces erreurs sont indépendantes, je dois les mettre au carré, chacune d'entre elles, sommer les différentes sources d'erreurs, et ensuite prendre la racine carrée pour avoir l'erreur globale sur AJ. Alors l'expression qui est ici, bien sûr, c'est la variance de AJ, c'est donc le carré de son erreur. C'est pour ça que j'ai une somme sur des carrés. Maintenant, la dérivée de AJ par rapport à YI, on peut la lire de cette expression. Donc on voit que, bon, bien sûr, AJ est une fonction linéaire de YI, donc cette dérivée n'est rien d'autre que ce qui reste ici, c'est-à-dire ça ici. D'accord? Donc c'est ce que je reproduis ici, bien sûr, donc c'est sommé sur K, et je dois mettre tout ça au carré. Donc en mettant au carré, j'ai une somme à l'intérieur du carré, je dois faire attention pour ne pas simplement utiliser les mêmes indices dans les deux facteurs, c'est pour ça que maintenant je vais, en mettant ça au carré, avoir une double somme, une somme sur K, une somme sur L, j'aurai CJK, CJL, j'aurai YK de XI, j'aurai YL de XI, bien sûr c'est déjà sommé sur I, ce n'est pas sommé sur J bien sûr parce que J est un indice libre ici. Et quand je regarde maintenant ce qui résulte de ça, donc les valeurs de Y qui sont ici, avec tout ça, mais ça me donne exactement l'expression de la matrice alpha que j'avais au départ. J'ai donc une expression comme celle-ci où j'ai des produits, donc CJK, CJL,
alpha KL. Je somme sur K, je somme sur L. Donc si je somme sur K ici, je vois que j'ai bel et bien un produit de deux matrices, le produit de la matrice C avec la matrice alpha. Comme C est l'inverse de alpha, ça me donne essentiellement un delta de Kronecker, delta JL. Il me reste une somme sur L qui, en raison de ce delta de Kronecker JL, va simplement me produire ici CJJ. Voilà. Donc, la conclusion de ce calcul, c'est que les éléments diagonaux de la matrice de covariance sont les carrés des erreurs de chacun des paramètres, ou en fait des paramètres correspondants, parce que bien sûr, ici, J prend toutes les valeurs de 1 jusqu'au nombre de paramètres, donc c'est ce qu'on a appelé ici M, nombre de paramètres dans la fonction modèle. D'accord. Qu'arrive-t-il si il n'y a pas d'erreur sigma? Autrement dit, si on ne connaît pas les erreurs. Bon, alors si on ne connaît pas les erreurs, il faut simplement supposer qu'elles sont toutes identiques. Si elles sont toutes identiques, eh bien, elles n'auront aucune conséquence, tout simplement parce que la matrice alpha comporte les facteurs 1 sur sigma carré. On suppose que toutes les erreurs sont identiques à sigma. Que la matrice C comporte donc le facteur inverse. Donc, essentiellement, cela nous donnerait, donc, ça ferait disparaître les facteurs sigma, qui apparaissent dans l'équation, et on aurait quand même une estimation de l'erreur ici sur le paramètre AJ, mais cette estimation d'erreur deviendrait donc indépendante de ce que l'on a choisi pour les erreurs individuelles qui sont ici. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons procéder en deux étapes. Nous allons premièrement générer des données entachées d'erreurs, au lieu d'aller chercher des données expérimentales, par exemple, qui sont déjà contenues dans un fichier. Cette première étape, bien sûr, est optionnelle, mais elle nous permettra ici d'évaluer la différence entre le véritable modèle et le lissage qui est obtenu à partir d'un échantillonnage de ce modèle. Dans la deuxième étape, nous allons réaliser le lissage lui-même à l'aide d'un module de SciPy qui s'appelle Optimize et d'une fonction qui s'appelle CurveFit. La documentation est indiquée ici. Donc, comme premier exemple, nous allons considérer un modèle linéaire. En fait, une fonction modèle qui est une fonction linéaire. Donc c'est un peu curieux, le mot linéaire a deux sens ici. C'est un lissage linéaire sur une fonction linéaire. Donc nous commençons par définir une famille de fonctions linéaires. Donc c'est la définition que l'on voit ici, où je définis une fonction de x avec deux paramètres a et b qui sont la pente et l'ordonnée à l'origine. Je vais maintenant créer artificiellement des données. Donc, je vais décréter que la valeur de A, la valeur exacte de A est égale à 0,5, la valeur exacte de B est égale à 2, et je vais premièrement créer un tableau de valeurs de X, des valeurs exactes bien sûr, qui ne sont pas entachées d'erreur, qui vont de 0 jusqu'à 5 par étape de 0,5, et je vais définir maintenant des valeurs exactes de Y, qui sont simplement obtenues en appliquant la fonction sur X, et je vais définir ici une erreur maximale, si on veut, sur Y que j'estime ou que je définis comme étant 0,15. Et je vais ajouter au vecteur Y, donc au tableau Y, une contribution aléatoire. Donc il s'agit ici d'une fonction qui est prise dans le sous-module random de NumPy et qui génère des nombres pseudo-aléatoires qui suivent une distribution normale, c'est-à-dire une gaussienne. Qui a comme moyenne, donc 0, et qui a comme écart type dy, que j'ai défini juste ici, et qui a une longueur, c'est-à-dire le tableau de nombres aléatoires a la même longueur que le tableau de x. Donc évidemment, ce tableau a la même longueur que y, et donc je peux les additionner. Donc dorénavant, les valeurs contenues dans y sont entachées d'une erreur aléatoire. Et je vais sauvegarder ces données, donc avec la commande saveText, dans un fichier que j'appelle linéaire.in. La façon avec laquelle je dois sauvegarder ces données, c'est
une indication utile ici, c'est de créer un tableau rectangulaire dont la première colonne est donnée par x, la deuxième colonne par y, et la troisième colonne serait donnée par essentiellement donc la valeur de dy pour chacune des données. Autrement dit, on suppose que l'erreur sigma de chacun des points de données est la même, est donnée par cette constante dy. Voilà. Donc là, j'ai créé ce fichier et je pourrais bien sûr importer le fichier maintenant et en faire un graphique à l'aide de la fonction errorbar de Matplotlib, comme nous avons vu précédemment, et c'est ce que je vais évaluer ici. Donc, ce faisant, j'obtiens ce graphique de données. Donc, qui, en principe, si les données étaient exactes, serait une ligne droite parfaite, mais les données sont entachées d'erreurs, et c'est pour ça que j'ai cette espèce de ligne bruitée. Bon. La deuxième étape du lissage, bon, que faire? Évidemment, on commence par lire. Donc, encore une fois, il faut définir la fonction modèle. Donc, c'est la même fonction qu'avant. Je me répète ici. Donc, je définis la fonction à lisser. Ensuite, je vais lire les données à partir du fichier linéaire.in. Donc, je vais faire semblant que je ne les ai pas produites moi-même et que je les lis directement de ce fichier. Donc, je lis les noms de colonnes, bien sûr, parce que j'avais écrit les noms de colonnes dans le fichier. Et si vous voulez, on peut jeter un coup d'œil à ce fichier. Il s'appelle linéaire.in, c'est celui-ci. Donc, vous voyez que j'ai une première ligne qui comporte 3 chaînes de caractères qui sont les noms des différentes colonnes. Voilà. Et donc, la troisième colonne contient l'erreur. Bon, donc si je retourne à mon programme, donc j'ai les 3 colonnes X, Y et dy, auxquelles j'ai accès justement parce que j'ai lu les noms des colonnes de cette manière. Je dois, lors de tout lissage, deviner approximativement la valeur des paramètres de lissage. Donc les paramètres qui m'intéressent ici sont bien sûr A et B. Je cherche à trouver la meilleure valeur possible de A et B pour décrire les données que je viens de lire. Évidemment, j'ignore leur valeur exacte. Donc je vais supposer ici que la valeur initiale de mon estimation donc, est donnée par 1 pour A, donc pour la pente, et 0 pour l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle que les données ont été générées en supposant ici que ces valeurs étaient les suivantes. 0,5 et 2, ce sont les valeurs exactes, mais nous ne pourrons pas récupérer exactement ces valeurs, bien sûr, suite au lissage. Donc, ensuite, je vais utiliser cette fameuse fonction curveFit. Donc, quelle est la syntaxe à utiliser dans cette fonction? Premièrement, on doit fournir le modèle, donc la fonction f. La fonction f doit toujours avoir cette forme, c'est-à-dire le premier argument de la fonction f est la variable indépendante, et les autres arguments sont les paramètres de la fonction, ceux qu'on cherche à déterminer avec le lissage. Donc, je fournis cette fonction f, je fournis les données de x, je fournis les données de y, je fournis les valeurs initiales des paramètres que j'ai devinés, et je fournis en dernier les erreurs sur dy. Et lorsque j'invoque cette fonction, j'obtiens ici, comme premier élément de retour, un tableau, une liste en fait, des paramètres optimaux, A et B, qui ont été déterminés par cette fonction, par la routine de lissage, et j'obtiens la matrice de covariance comme deuxième argument. Donc, cette matrice de covariance, comme on l'a vu dans la théorie, eh bien, nous permet d'identifier les erreurs, d'estimer les erreurs sur les paramètres A et B. Donc, j'aurai ici une erreur que j'appelle dA, qui est la racine carrée de l'élément 0,0 de la matrice de covariance, alors que dB serait la racine carrée de l'élément 1,1 de la matrice de covariance. Donc l'erreur sur A et l'erreur sur B respectivement. Donc ici, je ne fais qu'imprimer ces paramètres optimisés et je vais terminer en faisant une comparaison graphique entre le modèle exact et le lissage que j'ai obtenu. Donc je me souviens ici que les valeurs exactes des paramètres sont 0,5 et 2. Je me définis un tableau de valeurs de x, ici avec 10 valeurs. Je n'ai pas
Donc avec ce tableau, c'est pas très important puisque évidemment c'est une fonction linéaire que je vais tracer, donc j'ai pas besoin d'un grand nombre de valeurs de x, 2 suffirait en fait. J'ai ici les valeurs de y qui sont obtenues du lissage, parce que j'ai donné comme paramètres ici a et b qui sont obtenus ici à partir de la fonction curveFit. Je construis un deuxième tableau x0 qui lui est obtenu des valeurs exactes des paramètres a0 et b0. Donc tout ce que je fais ensuite, c'est de faire un graphique des données avec les barres d'erreur, un graphique du lissage avec x et y, un graphique du modèle exact avec x et y0. Voilà. Donc si j'exécute ce programme, j'obtiens ceci. Les paramètres optimisés sont les suivants. A égale 0,494, etc. Avec une erreur sur A qui est donnée par 0.03 et on constate que donc la valeur exacte est bel et bien à l'intérieur de la marge d'erreur, confortablement d'ailleurs, estimée sur la valeur de A. De même, la valeur de B que j'obtiens par lissage, 2.01, est compatible avec la valeur exacte en deçà de cette erreur. Et j'obtiens ici la comparaison entre les deux. Donc, c'est peut-être un hasard, mais dans ce cas-là, la comparaison est excellente. Mais bien sûr, tout cela est le fruit du hasard. Je pourrais recommencer mon calcul, c'est-à-dire recommencer la génération d'un autre fichier. J'aurai des nombres aléatoires différents, et donc un graphique légèrement différent ici, qui est en fait un peu plus linéaire. Et recommencer le lissage, et j'aurai bien sûr des erreurs différentes et une divergence peut-être plus grande même qu'avec les données initiales, voyez. Et donc ici, j'ai une valeur de A de 0,53 qui est à peu près située à 2 écarts-types ou un peu moins de 2 écarts-types de la valeur exacte. De même, pour la valeur de B, j'ai quelque chose qui s'éloigne de 2 par à peu près un peu plus, en fait plus que 2 écarts-types, moins de 3 écarts-types, donc c'est un peu plus exceptionnel, mais ce n'est pas catastrophique. Je pourrais recommencer une dernière fois à générer d'autres données. Un fichier différent, on voit que ça s'écarte un peu plus d'une droite, et dans ce cas-là, en recommençant le calcul, je constate donc que j'ai encore un écart. Donc ça, c'est un écart typique que j'aurai entre le lissage et le modèle exact. Voilà. Passons maintenant au lissage non linéaire. Donc, l'exemple que nous allons utiliser est celui d'un modèle exponentiel, c'est-à-dire une fonction modèle qui est en fait un coefficient qui multiplie une fonction exponentielle décroissante avec une certaine longueur caractéristique de décroissance que j'appelle B, et une constante additive que j'appelle C. Donc ça pourrait simuler par exemple la décharge ou la charge d'un condensateur. Je vais créer des données simulées ici. Alors pourquoi ce lissage, premièrement, est-il un lissage non linéaire? Parce que les paramètres inconnus, donc les paramètres que je dois déterminer, c'est-à-dire A, B et C, apparaissent de manière non linéaire dans le modèle, dans la fonction, essentiellement en raison du paramètre B. C'est le seul qui apparaît de manière non linéaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'une exponentielle. Cette fonction n'est pas une combinaison linéaire de fonctions connues, en raison justement de la place de B. Je vais supposer, pour les besoins de la cause, que les données simulées sont les suivantes, donc les paramètres, je veux dire, exacts sont les suivants, 0.5, 1.2 et 0. Et donc, comme avant, je vais générer un ensemble de valeurs de x, ici, et les valeurs de y exactes qui correspondent à cela. Je vais me définir une erreur nominale qui est 0.01 pour y, et ensuite, donc, varier le tableau y en ajoutant une erreur gaussienne dont l'écart type est égal à dy. Et encore une fois, je vais mettre ça dans un fichier pour pouvoir ensuite l'importer. Donc si je fais un graphique de ces données, j'obtiens ceci. Donc on voit que l'erreur n'est pas énorme, mais tout de même, j'ai un comportement qui ressemble bien à une exponentielle, mais lorsque la fonction exponentielle devient très, très petite, l'erreur devient importante
en comparaison de la valeur exacte de la fonction, et donc j'ai comme en apparence plus de bruit quand la valeur de la fonction est faible. Dans la deuxième étape, je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait en haut. Je vais lire les données. J'ai maintenant 3 paramètres, donc je dois deviner la valeur initiale des paramètres pour le lissage. La syntaxe est la même, que ce soit un lissage linéaire ou non linéaire. Bien sûr, la fonction curveFit est universelle en ce sens. Donc je suppose ici que j'ai une amplitude de 1, que j'ai une décroissance, donc un temps de décroissance, ou enfin une longueur de décroissance égale à 1, et que C est égal à 0. Ce sont mes données d'essai. Et il est possible que si on choisit les mauvaises données d'essai, qui sont, disons, trop éloignées des véritables données, il y a une erreur, il y a une impossibilité de convergence dans ce cas-ci, ce qui ne se produirait pas dans le cas d'un lissage linéaire, parce que le lissage linéaire a toujours une solution, c'est la solution d'une équation linéaire, alors qu'un lissage non linéaire est le résultat d'une procédure d'optimisation plus complexe, et il est possible que l'optimisation ne fonctionne pas. Donc il est important de disons, choisir des valeurs initiales ou des valeurs d'essai pour les paramètres du lissage qui sont raisonnables, qui sont raisonnablement proches des valeurs exactes, qu'on peut les obtenir par inspection, en quelque sorte, inspection visuelle. Donc, j'obtiens avec la fonction curveFit les valeurs de A, B, de C, la matrice de covariance, je définis ici les erreurs sur A, B et C, et je procède comme avant, je vais imprimer les paramètres optimisés et faire la comparaison des graphiques. Donc je vous fais grâce des détails. Ici, je vais simplement exécuter ce programme et j'obtiens ceci, c'est-à-dire des paramètres optimisés qui sont proches, bien sûr, des valeurs exactes que j'avais définies plus tôt. Donc je vous rappelle que la valeur exacte de A était égale à 0,5, que la valeur exacte de B était égale à 1, alors c'est bien ce qu'on avait dit, donc je vais simplement vérifier parce que j'ai la mémoire très courte, donc j'avais 1.2, pardon, donc là c'est mieux. Donc j'ai 1.2 comme valeur exacte de B et j'obtiens ici une valeur de 1.178, donc c'est très proche, encore une fois en deçà de la marge d'erreur, et que la valeur de C exacte était égale à 0. Et voilà ce que j'obtiens. Donc ça fonctionne assez bien. Comme dernier exemple, je vais considérer un lissage sur 2 gaussiennes, donc un lissage de 2 gaussiennes, pardon, avec des données bruitées. Donc j'ai plus de paramètres ici. Donc je vais supposer que j'ai une première gaussienne dont le coefficient est A1, la position, c'est-à-dire la position de la moyenne de la gaussienne, la position du pic est donnée par M1, et la largeur est donnée par S1. Et j'aurai 3 autres paramètres pour la deuxième gaussienne. Donc je vais commencer par définir ce que c'est qu'une gaussienne ici. Donc je me définis une fonction qui est simplement e à la moins x carré. Et je définis plus tard le modèle comme ceci. Donc le modèle est fonction de x et fonction de 6 paramètres, A1, M1, S1, A2, M2, S2. Et il s'obtient donc en multipliant A1 par la fonction gaussienne qui est évaluée à x moins M1 divisé par S1. D'accord, dans l'argument de la gaussienne. Et une contribution équivalente pour la deuxième gaussienne avec les 3 autres paramètres. Donc ensuite, je vais créer les données simulées. Donc je vais me créer un tableau de données entre 0 et 4, 30 points. Je vais ici considérer ces valeurs, donc les valeurs exactes du modèle pour A1, M1, S1 et ainsi de suite, donc A2, M2, S2. Avec cette erreur de 0.05, je fais comme avant, je sauvegarde dans un fichier et ensuite je fais un graphique de ces données après avoir importé les données et j'obtiens ceci. Donc imaginez que ce sont des points expérimentaux et que l'on désire vraiment faire un lissage sur 2 gaussiennes. On voit assez bien que j'ai une première gaussienne ici au milieu et une deuxième gaussienne qui est comme un épaulement assez net de la deuxième. On voit très bien que la première gaussienne aurait une moyenne autour de 2, que la deuxième aurait une moyenne autour de 3, que la largeur ici, bon, serait de l'ordre de 0.5 et ici serait assez semblable, un peu plus petite, bien sûr,
Et pour ce qui est du coefficient, eh bien, il faut se fier au maximum, parce que le maximum de la gaussienne que l'on a définie est égal à 1, donc le coefficient ici serait de l'ordre de 2,3 peut-être, alors qu'ici le maximum serait de l'ordre de 1,5. D'accord. Donc nous allons, premièrement, pour réaliser le lissage, répéter la définition du modèle. C'est un copier-coller de ce que l'on avait auparavant. Je vais lire les données, comme avant, et je vais commencer par une estimation des paramètres tels que je viens de les décrire pour la première gaussienne et pour la deuxième gaussienne. J'appelle la fonction curveFit encore une fois, et je sors ici les éléments de la matrice covariante. Et donc j'ai une façon un petit peu différente d'écrire les résultats, vous allez voir. Et je fais encore ma comparaison graphique. Et donc voyons voir ce que ça donne. J'obtiens ici un lissage qui fonctionne assez bien, comme on peut le voir par la courbe. Je n'ai pas ici fait un graphique du modèle exact, d'accord? Mais j'obtiens les amplitudes assez exactement par rapport à ce que j'avais défini auparavant. Par exemple, 2,43 au lieu de 2,5, 3,007 au lieu de 3. D'accord? Donc c'est ainsi qu'il faudrait procéder pour pouvoir, par exemple, dans une analyse, et je donne ça comme exemple, une analyse spectrale où on aurait en fonction de la fréquence qui joue le rôle de X, une série d'intensités. C'est ainsi qu'il faudrait procéder pour pouvoir localiser avec précision les raies spectrales et les largeurs correspondantes de chacune des raies. Bon, et bien sûr, ce modèle gaussien peut s'appliquer à plusieurs situations physiques différentes. Voilà, merci de votre attention.